Soyez assez audacieuse pour vous réinventer autant de fois que nécessaire. Merci Oprah Winfrey pour cette citation qui colle parfaitement à mon invité du jour. Une femme qui a fait de son audace et de sa polyvalence sa signature. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Frémont. Et si son nom vous dit quelque chose, ce n'est pas le fruit du hasard. Présentatrice et animatrice star à la RTS, elle a marqué le petit écran avec des émissions phares comme Miss Suisse et Mister Suisse, The Voice of Switzerland. Elle a aussi animé les Swiss Awards. Polyglotte et ancienne hôtesse de l'air, elle a toujours réussi à faire voyager son talent. Mélanie, c'est une touche à tout. Elle a même couvert des festivals comme le Paléo, le Festival de Cannes ou encore le Montreux Jazz. Des studios de télé à la radio comme One FM ou Rouge FM en présentant les matinales. Elle fait aussi beaucoup de théâtre. Et d'ailleurs, elle va monter sur les planches à Paris en juin de cette année. On vous expliquera tout. Mais derrière cette image glamour se cache une bosseuse acharnée, une maman attentive. C'est une femme qui a aussi connu des moments de doute et des moments compliqués. Elle a été victime d'une agression quand elle était jeune, dont on va parler dans cet épisode. Alors, ouvrez grand vos oreilles, car Mélanie Frémont nous embarque aujourd'hui dans son univers de passion, de résilience et d'humanité. Bienvenue dans Parcours Inspirant. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Mélanie. Salut, Agnès, du coup, je t'appelle, ou Anne, ou Agnès. Oui, c'est ça, j'ai fait un jeu de mots avec mon prénom. Absolument, Agnès. Je suis ravie de t'accueillir ici. On est dans les locaux de Synergie Plus, la fiduciaire. Donc, un grand merci à eux de nous accueillir ici. Et j'ai une petite mention spéciale pour une société avec laquelle je suis en collaboration, qui s'appelle PAC Entreprise. C'est ce qu'on appelle le one-stop shop de l'entreprise pour les entrepreneurs. Comme tu le sais, dans ce podcast, on va repartir depuis ton enfance et on va remonter le fil du temps jusqu'à aujourd'hui en parcourant ce qui t'est arrivé et qui a fait la femme que tu es aujourd'hui. C'est une séance chez le psy, quoi. Un petit peu. J'aimerais savoir comment tu étais aux alentours de l'âge de 10 ans. Je crois que tu étais assez scolaire. Oui, j'étais une très bonne élève. J'étais, je pense, une petite fille parfaite. Je voulais que mes parents soient fiers de moi, qu'ils soient contents de moi. Je ne voulais pas poser de problème. Donc, je n'avais pas de soucis spécifiques à l'école, même si je n'étais pas non plus à avoir des 10, parce qu'à l'époque, c'était sur 10 les notes. Mais je pense que ça, c'est lié aussi au fait que j'ai un petit frère qui a eu besoin de beaucoup d'attention parce qu'il est né avec un syndrome autistique. Et donc, du coup, comme moi, ça allait plutôt bien et que j'avais de la facilité, je pense que de manière assez inconsciente, en tant qu'enfant, je me suis dit, il ne faut pas que je pose de problème. Parce que mes parents, ils ont déjà assez à faire avec mon petit frère. Et je me suis pas mal construite toute seule, sans rien demander à personne, en me disant, je dois me débrouiller. Il ne faut pas que je sois un poids en plus. Donc, voilà. Je pense que j'étais une petite fille comme ça. J'étais une petite fille timide. Je sais que les gens me regardent toujours avec des yeux en disant « Toi, t'étais timide ?» Non, je vous jure que oui, j'étais timide. Je n'osais pas nécessairement aller demander les choses aux gens. J'étais un peu en retrait, quoi. Et ce qui m'a vraiment permis d'éclore et de trouver ma place, c'était la scène, c'était le théâtre. J'ai commencé le théâtre vers l'âge de 8 ans. Okay. Et c'est toujours un peu paradoxal parce qu'on se dit mais les enfants timides qui montent sur une scène, c'est un peu comme si on faisait le grand écart. Et en fait, justement, c'est parce qu'on n'arrive pas dans la vie à faire ce qu'on aimerait que sur une scène, tout est permis. Parce qu'en fait, sur une scène, c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. C'est le personnage, c'est le rôle, exactement comme tu dis. Donc, tu peux tout te permettre. Et ça, c'était une scène d'expression extraordinaire et j'ai tout de suite aimé. Tout de suite. Je me rappelle, mes parents m'avaient emmenée au théâtre de Beaulieu, à Lausanne, pour voir un grand spectacle. Et j'étais comme ça. Waouh! Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux aller là. Et l'année d'après, hop, j'étais sur les planches. Et ça a commencé comme ça. Et j'ai tout de suite adoré. C'était ma vie, quoi. Il ne fallait pas m'enlever le théâtre. Après, je dois aussi rendre hommage à mes grands-parents maternels qui faisaient tous les deux du théâtre.
et qui se sont rencontrés sur les planches. Et mon grand-père était comédien et malheureusement, il n'a pas pu en vivre parce que la guerre oblige. Ma famille maternelle vient de Belgique, de Bruxelles. Et donc, avec une famille et 4 enfants, c'était pas possible de vivre en tant que comédien, surtout juste dans l'après-guerre. Donc, il a fait un travail un peu plus alimentaire, on va dire, puisqu'il était expert comptable. Mais il a toujours joué. Je l'ai toujours vu sur scène, je l'ai toujours vu sur les planches. Je l'ai beaucoup accompagné. Et je pense que ça a nourri aussi mon imaginaire d'enfant. Ah, C'est génial. incroyable. Et je crois qu'à 13 ans, tu as vécu un moment pas facile du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Ouais, ben, malheureusement, comme ça arrive, pas qu'aux autres, ben, j'ai vécu une agression. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup libéré la parole des femmes, la parole des enfants, des petites filles aussi, notamment par rapport à tout ce qui est les agressions, que ce soit l'inceste, les attouchements ou les agressions d'inconnus. Moi, pour ma part, c'était un inconnu, hein. J'étais en bas de chez moi, comme on voit souvent dans les reportages à la télé, quoi. Et puis, bah, c'était quelqu'un qui attendait simplement une proie, tombé sur moi. D'accord. Et bah oui, j'avais 12 ans et c'était juste en bas de chez moi, donc à quelques mètres de mes parents qui étaient à la maison. Mais à ce moment-là, moi, j'étais toute seule. Quand on joue petite fille en bas de chez soi, quoi. Enfin, j'habitais dans un quartier d'immeubles à Lausanne. Et cette personne elle était dans l'escalier. Il m'a dit: Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Et moi, je vendais des chocolats. On allait taper aux Ouais, portes. Et puis, ouais. c'était pour récolter de l'argent. Pour financer des projets à Voilà, l'école. exactement, c'est ça. Et donc, je faisais ça. Et il est arrivé. Et je me suis dit: Tiens, je ne connais pas ce gars. Je ne l'ai jamais vu. Moi, c'était mon quartier. Donc, je connaissais quand même tout le monde, etc. Même si c'était un grand quartier, on se connaissait. Je me suis dit: Bon, OK. Il me dit: Ouais, mais je suis au garage. Je suis en train de réparer ma moto. L'intuition, à ce moment-là, elle était pas bonne. Je me suis dit: «Je sais pas, je le sens pas, mais néanmoins, je vais le suivre». Mais je l'ai suivi à bonne distance et quand je suis arrivée dans le garage, bah, évidemment, il y avait pas de moto et donc il m'a attrapée, il m'a prise par le cou, bah, il était grand, c'était un homme, moi j'avais 12 ans, je faisais pas le poids, hein. Dire, physiquement impossible, Bien hein. sûr. Alors il me restait une seule solution, c'est ma voix. Donc j'ai hurlé comme un porc qu'on envoie à l'abattoir parce que j'ai compris. Mon Dieu. Je me suis dit: «Là, c'est une histoire de vie ou de mort». Et donc j'ai hurlé, hurlé, hurlé et comme on était dans une cage d'escalier, c'est ce qui m'a fait, ça résonnait. Et c'était pas une cave fermée, en fait, c'était ouvert. On descendait les escaliers, on arrivait à l'entrée des caves et je connaissais très bien, c'était chez moi. Et en fait, je pense que je lui ai fait peur. Parce que ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Oui. Mais à ce moment-là, c'était pas un truc de dire ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est un instinct, c'est animal. Si je fais pas ça, je suis morte. Ouais, c'est une question de Mais survie. en même temps, j'aurais pu déclencher le comportement qui va dans l'autre extrême, à savoir, je suis tétanisée, je peux pas bouger. Et on le sait quand on entend les récits de victimes. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est pas un truc de réflexion où on se dit je vais faire ça. C'est juste un truc qui se déclenche, des tripes. Et moi, ça a été ça, et ça m'a sauvé la vie. Et donc, il y a des personnes qui ont entendu et qui Alors sont non, venues? il a eu peur, il a pris la fuite. Et moi, j'étais comme ça. Et j'ai couru chez mes parents. On habitait au 6e étage. Je suis montée les 6 étages à pied pour dire que quand on est en état de choc, on ne fait pas des trucs très logiques. Mais bon, je suis montée à pied. Je suis rentrée chez moi et ma mère était là, mon père était là. Et je me suis fait attaquer. Et il me regarde comme ça, mais ma mère, elle comprend tout de suite. Elle voit ma tête et elle a envoyé mon père qui est descendu en courant. Elle a appelé la police, donc ça a été vite. La police est vite venue. Malheureusement, on l'a pas retrouvée. OK. Waouh. Et c'est clair que quand on vit un choc comme ça, moi, ce que j'ai pas vu sur le moment, et heureusement, en fait, il était armé, mais j'ai pas vu. Parce que comme je me suis débattue tout de suite, que j'ai hurlé tout de suite, j'ai pas vu qu'il avait un couteau. Il avait un couteau? Ouais. OK. Ça a été retrouvé sur l'endroit où. D'accord, il a lâché le couteau, il est Ouais, parti. ouais. Waouh, Mais waouh, si waouh. j'avais vu ça, peut-être que j'aurais été beaucoup plus traumatisée et que j'aurais pas osé ou je sais pas, enfin voilà. Donc l'enquête a été faite, en plus j'avais, un voisin de palier qui travaillait à la PJ, quoi, et c'est lui qui était sur l'enquête. Donc du coup, on a vraiment été très bien accompagnés. Je me rappelle avoir dû aller faire, ils avaient chopé un gars, 6 mois après, ils m'ont demandé de venir faire une identification à la police à Lausanne. C'était aussi assez traumatisant parce qu'on se retrouve
d'un coup, face à une personne, on se dit: «J'espère que ça sera lui». C'est pas lui. Mmh. Je pense que presque mes parents en ont encore plus souffert que moi. Parce qu'eux, ils se sentaient hyper coupables parce qu'ils étaient là, à quelques mètres, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Bien sûr. Dire, Ouais, ouais, puis moi, non, j'étais tout à plus un fait. bébé, j'avais 12 ans quand même, donc Ah, ma fille a 12 ans, alors je visualise très bien, mon fils aussi. Voilà. l'horreur. Et OK. donc du coup, je pense que pour ma mère, c'était très dur. Et en fait, moi, au début, ça m'a complètement je me suis fermée, en fait, comme une huître. Je me suis dit, «Je dois me protéger, le monde est dangereux», enfin voilà, j'ai compris vite que après mes parents, ils ont été chouettes aussi, ils en ont parlé autour d'eux, donc j'avais tout un groupe des copines qui étaient tout le temps avec D'accord. moi, j'allais à l'école avec elles, j'étais plus seule, enfin, j'ai jamais été Mmh, mmh, seule, mais je mmh. veux dire, voilà, ils ont fait attention qu'ils en ont parlé à l'école et cetera. Et pendant je pense pendant une en tout cas une demi-année, une année, ça m'a un peu, ouais, ça j'étais une victime. Oui. Et puis assez vite, en fait, je me suis dit: «Non, moi je veux pas rester une victime. Je veux pas que ce soit ça qui me définisse». Mmh. Parce qu'évidemment dans le collège, tout le monde savait, donc tu la victime, même si moi je m'en suis sortie, hein. Mmh mh. Concrètement, il m'est rien arrivé, Oui, oui, tout à fait, oui. en dehors du Enfin, choc et c'est un du choc émotionnel, traumatisme, oui. voilà, c'est ça, mais physiquement Mmh. rien. Je veux dire, on a appris la semaine d'après qu'il y avait une jeune fille, pas très loin de chez moi qui avait vécu la même chose et elle s'est fait violer. Oh, Et moi, je m'en suis mon Dieu. sortie. OK. Et donc, à partir du moment où j'ai eu cette révélation-là, je me suis dit: «Non, mais moi, je ne serai pas une victime». Donc je me suis dit: «Ça doit me servir». C'est-à-dire que je dois écouter mon intuition parce que mon intuition, elle était juste d'entrée de jeu et je dois me faire guider par cette intuition et je dois me faire confiance. Et je me suis dit: «Si tu as expérimenté de si près le danger, à savoir le vrai danger, Mmh. maintenant quand tu vas avancer dans ta vie, tu vas pas avoir peur pour rien. Sinon tu vas plus jamais rien pouvoir faire. Tu vas te retrouver, comme une petite chose qui aura Mmh. peur tout le temps et moi je veux pas vivre comme ça». Donc j'ai continué à vivre ma vie. Quand je sortais le soir un peu plus tard, quelques années plus tard, bah, c'est vrai que des fois, quand on rentrait de nuit à pied, toute Mmh. seule, moi je me suis toujours dit: «Non, moi je suis pas une victime, moi j'ai pas peur. Si je me fais suivre, s'il y a quelqu'un qui marche, qui me met mal à l'aise et ben, je vais marcher en tapant des pieds, je me mettrai au milieu de la route pour montrer que non, 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 Mmh. moi j'ai pas peur parce que je sais ce que c'est que de passer à ça, d'y rester». Et ça me guide, bah, depuis, on va dire presque toute ma vie parce que, aujourd'hui si j'ai peur, c'est que vraiment ça va pas bien du tout. Voilà. OK. Ah, je suis pas Wonder Woman, hein, je veux dire, il y a aussi des moments où ça va pas, il y a aussi des moments où je me plante mais ça me ramène quand je sors trop des rails, je me dis: «Oublie pas ça, oublie pas ça». Mais c'est chouette parce que tu en as fait une force aussi, Ouais, quelque part, de pouvoir ouais. te dire: «Non, Oui, je veux pas de ce statut de victime. ouais, Si je suis là, il faut que j'avance» et oui. Ouais, c'est chouette. clair et après je peux pas t'expliquer pourquoi ça s'est déclenché comme ça et pourquoi j'ai pris cette voie-là. C'est juste que je pense qu'il y avait un truc en moi, tu sais, peut-être aussi une colère de dire, excuse, hein, mais putain, quoi. Ouais. OK, d'accord, pourquoi c'est tombé sur moi? Alors je sais pas pourquoi c'est tombé sur moi, mais cette réponse-là va pas m'aider à avancer. Ce qui va m'aider à avancer, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et j'en fais une force, pas une faiblesse. À 18 ans, tu Mmh. t'envoles pour les États-Unis Oui. et Mmh. tu pars là-bas en tant que jeune fille au Ouais, pair. c'est ça, exact. Quels Ouais. sont les Qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Je crois que c'était à Chicago? Ouais, c'est The ça. Windy City? Exact. The Frozen City. Écoute, moi, c'était vraiment, moi, je suis de la génération Beverly Hills 90210. Ouais. Ça va te parler, je pense. Oh oui, La série Brendan Brenda, évidemment. que j'ai regardée religieusement pendant toute mon adolescence. Aux États-Unis, j'aimerais aller étudier là-bas, mais malheureusement, les prix des Mmh universités, mh. c'est extrêmement cher. Mes parents ne pouvaient pas payer. Mmh. Donc, ils m'ont dit: «Écoute, Mélanie, nous, on adorerait, mais on ne peut pas payer pour toi, c'est trop cher». Donc, j'ai dit: «Bah, OK, faut trouver une autre solution alors, parce que moi, je veux y aller». Et du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas fille au pair?» Voilà, donc ouais, ça a été une expérience hyper formatrice. C'est sûr que j'ai appris une langue, mais au-delà d'une langue, j'ai appris juste à me construire. Mmh. Ça a été un accélérateur dans le sens où je suis arrivée à un bébé qui pensait qui savait tout et en fait, non. Donc là, j'ai grandi vraiment en une année, je suis revenue, quand mes parents ils m'ont vue rentrer, ils m'ont dit: «Mais c'est pas lui qui est parti, quoi».
J'avais pris de l'assurance, ben oui, parce que, bah, tout d'un coup, il fallait gérer une Mmh. famille, il fallait se débrouiller, il fallait parler une autre langue, il fallait maîtriser une autre culture et donc ça a été hyper, hyper formateur. Vraiment. Et quand tu es revenue, tu t'es engagée comme hôtesse de l'air? Non, pas tout de Non, pas suite. tout de suite? OK. Non, en fait, bah, moi, j'avais un bac en langue moderne, hein, et puis, quand je suis partie, j'avais pas envie d'aller à l'université et je me suis dit: «Ben, OK, je pars voyager», donc j'ai fait cette année aux États-Unis, puis, bah, je rentrais, à l'été 97, donc mes parents me disent: «Bon, bah, tu rentres», je vivais évidemment chez mes parents, Mmh. hein, j'avais, 19 ans, donc et bah, qu'est-ce que tu vas faire? Puis la logique, c'était d'aller à l'université, logiquement, hein, bon, bah, je vais m'inscrire à l'université, en lettres, mais un petit peu par défaut, hein, j'avoue, parce que je D'accord. savais qu'est-ce que je veux faire sinon? Donc j'ai commencé à l'université à Lausanne. J'ai fait 3 mois. Je me suis ennuyée comme un rat mort parce qu'évidemment que ça changeait vachement de Voilà, ce que entre je venais de Beverly vivre. Hills et Lausanne. Ouais, ouais, mais c'était même pas ça, c'est juste que j'avais dû gérer tellement de choses, être un peu comme une mini chef d'entreprise et tout d'un coup, Là, je me c'était trop calme. retrouvais sur les bancs de nuit où on me traitait de nouveau comme un bébé, quoi. Puis moi, je m'ennuie, j'aime pas les cours, j'étais partie pour 6 ans, quoi, en lettres. Chose qui hop et donc j'ai commencé, l'Uni en octobre 97 et j'ai arrêté à Noël 97. Donc mes parents, ils étaient là: «Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle?» Et moi je dis: «Ne vous inquiétez pas, je sais, tout est prêt, je sais ce que je vais faire». «OK, qu'est-ce que tu vas faire?» Je dis: «Bah, je vais être hôtesse de l'air». Ils étaient là: «Mais super, mais continue, reste à l'Uni, passe tes entretiens, puis si tu es prise, bah, tu iras». Non, non, non. Rien voulu écouter, donc j'ai passé mes entretiens. J'ai dit: «Ben, ça sera Swissair», évidemment, parce que je voulais faire du long courrier et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler là-bas. J'ai fait 2 ans et demi et ça a été aussi une expérience merveilleuse parce que, bah, je voyageais, j'étais dans le monde entier. Grâce, à Swissair, en fait, même tout jeune, on partait directement sur le réseau international, donc Tu te souviens d'une anecdote, particulière? ouais, je peux t'écrire un roman, hein, mais d'ailleurs, mon fils adore que je lui raconte les histoires, quand j'étais hôtesse de l'air. Ouais, j'en ai eu des tonnes, Mmh. même en 2 ans et demi, tu vois? Enfin, Peut-être tu une tu drôle ou écoute, alors il y en a des drôles, puis il y en a des moins drôles. On va dire peut-être la plus marquante, c'est pas très drôle, mais on avait eu un exhibitionniste à bord. ah, Donc ça, j'avoue que celle-là, elle m'a quand même vachement marquée. Il était en économie, c'était un vol de nuit, on revenait d'Inde, je pense, un vol New Delhi-Zurich et puis, bah, il est dans la cabine, quoi. Donc, 1 fois, 2 fois, le problème, c'est qu'il était assis à côté d'une maman avec son bébé, donc, mmh, c'était une à ce catastrophe. Alors point. la première fois, on s'est dit: «Bon, il a peut-être un petit souci psy, peut-être il réalise pas vraiment ce qu'il fait», parce qu'on ne sait pas nous, hein, Mmh. je veux dire, nous, on est du personnel navigant, on n'est pas la police, quoi. Au bout d'un moment, on a compris que non, il y avait vraiment un problème d'exhibitionnisme. Donc, on a déplacé la maman. Heureusement, on a pu la mettre en business class, il restait de la place. Mais bon, la cabine était quand même pleine, hein. Puis c'est un vol de nuit, donc Mmh. c'est un peu pas très Non. agréable, quoi. Donc au bout d'un moment, en fait, on l'a ceinturé sur son siège, Oh, quoi. Et on a dû appeler la police qui l'attendait quand on a atterri, à Zurich. Puis on a dû checker pendant toute la nuit que, voilà, qu'il y ait pas de ouais, c'était un peu bizarre. et puis un jour, tu décides de devenir animatrice à la RTS. Alors, ça s'est pas passé comme ça non plus parce qu'en fait, c'est vrai que c'était un job extraordinaire, mais j'avais 20 ans et puis j'ai fait ça pendant 2 ans et demi et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, c'est top, j'adore ce que je fais, mais est-ce que j'ai envie de faire ça pendant 10 ans ou 20 ans, 30 ans?» Parce que comme je disais, c'est quand même un job qui est éreintant au niveau physique parce que, il faut, tenir pendant des heures et des heures, les décalages horaires, on travaille de nuit, il y a pas de routine. Mmh. Il faut être hyper flexible, physiquement, il faut avoir une bonne santé pour tenir la route. C'est vraiment, un job qui demande beaucoup et d'ailleurs, je pense à toutes mes collègues, de tous mes collègues de Mmh mh. l'époque et ceux qui le font encore aujourd'hui, respect, quoi. Mmh. C'est pas un job facile. Souvent, quand on monte dans un avion, on se dit: «Ah oui, bon, ben,
Oui, elle distribue des barquettes et puis voilà, ouais, bah, en fait, là, une fois, puis après on discutera. Mmh. Voilà. Mmh. Bon, OK. parenthèse fermée. Mais j'adorais faire ça, mais je me suis dit: «Voilà, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Non. Donc qu'est-ce que je fais?» Et moi, mon envie profonde quand même depuis l'âge de 14 ans, en dehors de rêver d'être hôtesse de l'air, parce que c'était quand même un de mes rêves, c'était d'être journaliste. Et j'ai fait toutes mes études, à Fribourg, où j'ai fait, bah, des histoires contemporaines, parce que j'ai toujours aimé ça, du journalisme et puis de la sociologie de la communication. OK. Et bah, j'ai commencé mes études, j'avais 24 ans. J'étais vieille par rapport Mmh. à Bien ceux sûr, qui ceux qui débarquaient, sortent qui de la avaient matu, 18 ans, ouais. quoi. Mmh. Ouais, j'avais juste pas 24 ans, 23. Et c'est vrai qu'on m'a dit: «Oh mais comment tu vas faire? Ça fait 2 ans et demi que tu travailles, tu as un salaire, tu vas retourner à l'Uni, mais tu imagines?» En plus, comme j'étais déjà sortie une fois, j'avais pas le droit à un autre échec. Si je le loupais, j'étais out, Eh c'était oui. fini pour moi Mmh. l'université. Mmh. Donc il y avait quand même un enjeu, enfin, mais je sais pas, je me suis dit: «Non, c'est bon, j'ai confiance, je sais que c'est ça que je veux faire». Donc je me suis dit: «OK, allez, go, c'est parti, Uni, je m'inscris, c'est ça que je dois faire, c'est ce que je sentais comme étant la bonne chose». Et je suis dans mon canapé à la maison et je vois passer une annonce à la RTS qui dit: «Ben, on recherche des présentateurs, envoyez-nous votre dossier». Et j'ai été passer mon casting et on était 80 et je me rappelle très bien, c'était pas très loin d'ici. Et des jeunes comédiens et cetera, ils étaient tous: «Ah ouais, et toi tu joues dans quoi? Et toi tu fais qui cela? Qu'est-ce qu'elle fout là?» Et j'ai été prise. C'est moi qui ai été prise. OK. Alors ils en ont pris 3, on était 3 filles. Mais je faisais partie des 3. Donc je me rappelle très bien du coup de fil du producteur. Il dit: «Bah, bonjour Mélanie, voilà, c'est pour t'annoncer que tu as été choisie». Et moi j'ai fait: «Mais vous êtes sûre que vous appelez la bonne personne?» Parce que j'étais là: «Non mais sérieux?» Génial. Il me dit: «Ah oui, 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 je suis tout à fait sûre, c'est vous, donc bah, voilà, ça commence la semaine prochaine, les tournages, les machins». C'était une émission, Et les apps? c'est ça, OK. émission pour les enfants qui s'appelait Les Zaps. Et là, je dis: «Génial, mais là, j'ai un problème, parce que moi, je commence l'Uni dans un C'est ça. mois. Ouais. Alors qu'est-ce que je fais?» Et là, j'étais vraiment: «De nouveau, désolée, je vais utiliser un vilain mot, mais merde, quoi!» Parce que l'Uni, j'avais vraiment envie d'y aller et puis la télé, je réalise un rêve, quoi. Donc Mmh. je me dis: «Mais je peux pas dire non à mon rêve alors qu'il est là et je peux pas dire non à ma formation universitaire». Et alors, là, maintenant, je dois rendre hommage à d'autres personnes qui sont mes copines d'université de l'époque. Que j'ai connu le jour 1, parce que moi j'arrivais, j'avais 24 ans, je connaissais plus personne. Ma volée à moi, elle avait fini. Mmh. Donc j'ai rencontré ces filles, sur les bancs de l'université le premier jour et c'est elles qui me prenaient les notes quand j'étais pas là. Si je les avais pas eues, réussi à mener à bien tout ça. Donc j'ai continué. Deuxième année, troisième année et j'ai été jusqu'à la licence, jusqu'au master. Donc j'ai Alors mené les 2 de front, et pendant donc en 4 ans. en parallèle, tu présentais les apps Ouais. et tu as aussi fait les matinales? Alors, Ou c'était après ton diplôme? c'est quand j'ai terminé l'université en 2004. Bah, là, en fait, je présentais les apps, mais c'était pas du temps plein, on tournait peut-être, je dirais une dizaine de jours par mois à peu près. Mais ce qui m'a permis aussi Mmh. d'avoir un salaire. Mais, bah, quand j'ai terminé l'université, j'ai été engagée en fait directement par One FM, qui est 3 étages au-dessus, Oui. où je faisais en fait, les flash infos, pour la rédaction et puis j'étais, engagée aussi pour faire, bah, mon stage RP en fait, de journaliste. Mmh. Et j'ai fait, 5 mois ici à Genève, les matinales, et enfin les flash infos en général, donc le week-end aussi et cetera. Le problème, c'est qu'assez vite, je me suis ennuyée parce que j'avais l'impression que je tournais un peu en rond, quoi. Ouais, c'était intéressant, mais après 3 mois, j'ai déjà plus ou moins compris comment ça marche, donc je dois faire ça pendant 2 ans. Puis le problème, c'est que j'avais 27 ans, donc j'avais envie il fallait que ça Ça bouge, pulse, quoi. Il ouais. fallait que ça avance, quoi. Et à ce moment-là, encore une fois, j'ai vu passer une annonce, pour Rouge FM qui cherchait, une animatrice pour la matinale. Là, je me suis dit: «Ah ouais, ça, c'est cool ça». Parce que là, je peux pratiquer le journalisme, mais en même temps, je peux présenter parce qu'il y a toujours ce truc de comédienne qui est là derrière, hein, Mmh mh. qui vient me chercher. Donc moi, j'ai pas envie d'être non plus trop carrée. Je veux le côté un peu, fun où on s'amuse, où, Mmh. on découvre des choses et du coup, j'étais prise.
Donc là, j'ai commencé à faire les matinales, pour, le groupe Rouge FM et c'était sur Lausanne et moi j'habitais sur Lausanne, donc c'était aussi OK. plus facile. Ouais. Et là, tu te levais super tôt, j'imagine? Oui, tel que vous me voyez, c'est pas mon rythme biologique. Je suis pas une matinale, je déteste ça, mais en même temps, je pouvais pas dire non parce que la matinale en radio, c'est le prime time de la radio, donc on me prend, on me dit: «OK, c'est bon, on t'engage». Je dis: «Bon, OK, go, on y va». On le fait Mmh. et puis, Et concrètement, tu devais te lever à quelle heure? je me levais à 5 heures. Ce qui va encore, Ça parce qu'il y en a va, qui se je lèvent je beaucoup plus m'attendais tôt, à hein. beaucoup plus tôt, j'avoue. Non, parce qu'en fait, on préparait le maximum possible la veille et après pour l'actu vraiment du Mmh. matin, on le faisait en cours d'émission aussi. Parce que là, moi, je faisais plus les flash infos, je faisais, vraiment la présentation de chroniques, d'interviews, d'invités et cetera. Donc je pouvais préparer un petit peu en amont et puis, j'avoue que, bah, moi, j'arrivais des fois, on prenait l'antenne à 6 et moi, j'arrivais à 6h moins 5, hein. Ah, il y a des fois, franchement, oh là là! Est-ce que tu te souviens d'une émission un peu particulière? Je Ouais, bah, je me souviens surtout des émissions où tu es vraiment mais fracassé, parce qu'on va pas se mentir, au bout d'un moment, tu as beau aller te coucher, tout ce que tu veux, tu es fracassé, quoi. Mmh. Et au plus on était fracassé avec mon collègue Philippe Martin, au plus on faisait des bonnes émissions, quoi. On n'avait plus de filtre, en fait, parce que tu es crevé, donc c'était le début des matinales filmées, donc oh là là! Mais on a beaucoup rigolé. On a vraiment beaucoup rigolé. Ouais, on était une chouette équipe et puis, c'était une période où on a pu vraiment, créer beaucoup de choses. On pouvait proposer des choses. C'était: «Oui, go, on y va». Le groupe venait d'être racheté, donc ils étaient assez, preneurs de tout ce qu'on amenait. D'ailleurs, on a monté une chaîne de télévision qui était Rouge TV. À l'époque, on l'a montée from scratch. Il y avait Mmh. rien. On a tout créé. Moi, je me suis dit: «Mais» moi qui venais de la télé, j'étais là: «Mais gars, ils rêvent, comment on va faire?» En fait, on avait juste des gens motivés, qui connaissaient bien leur métier et à partir de 5-6 personnes, on a créé une chaîne de télé, quoi. Énorme. Et derrière, il y avait le groupe, il finançait, donc c'était possible et c'était juste extraordinaire et là, on a commencé à faire, festival de Cannes, les gens me disaient: «Oh, tu as trop de la chance, tu vas au festival de Cannes!» Alors oui, mais on bossait comme des fous furieux. Dire, on était, à 8 dans un appartement avec 2 chambres, c'était du camping organisé pendant 10 jours, moi je me rappelle, je gérais les finances. On m'avait donné le budget. Alors le budget Cannes, c'est toi qui gères, donc on avait genre, je sais pas, 15 balles par jour par personne, donc autant dire que c'était, Ouais, ouais, un sandwich et ça ouais, terminait. c'était un peu ça et on courait dans tous les sens. Je nous vois encore sur cette croisette, en talons de douce, parce que moi je devais pimper le caméraman, ces trucs, faire les interviews, enfin on jouait tous les rôles, quoi. Mais c'était mythique, c'était extraordinaire. Tu te souviens d'avoir eu, des moments un peu compliqués, Oui, où bien sûr, il y en a eu plein. Bah, il y en a eu plein, tu enfin. aurais un exemple? Ouais, alors bon, moi j'ai fait 3 ans donc les matinales, et puis après au bout de 3 ans, j'ai dit: «C'est un peu il faut que j'arrête» parce que vraiment au niveau du rythme, c'était très dur. Au niveau de ma vie sociale, de ma vie privée, c'était compliqué. Mmh. J'étais pas encore maman, mais quand même et du coup, je suis devenue, responsable de tout ce qui était interview d'artistes. Moi, j'allais dans les festivals, je continue à faire ça. J'allais dans, quand il y avait des concerts, des tournées, des lancements d'albums et cetera, j'allais interviewer les artistes. Et je me rappelle notamment de l'interview que j'ai faite avec Lady Gaga, que j'oublierai jamais, Waouh! Ah énorme! mais pas pour les bonnes raisons, hein. Ah, pourquoi? C'était une interview à Zurich et à l'époque, Lady Gaga, elle avait sorti que Poker Face, donc elle Mmh. n'était pas connue comme elle est aujourd'hui et elle faisait la première partie, pour te dire, des Pussycat Dolls. Je sais pas si ça te parle? Si, C'était très un bien. girl band Si, je m'en qui, à souviens. l'époque, était vraiment la sensation. Mmh. Donc, on a décroché l'interview, on est super contents, mais c'est une interview qui doit se faire, à plusieurs parce qu'ils ne vont pas nous accorder des heures et des heures. Donc c'est genre une demi-heure, on est 10 journalistes, quoi. Et moi, je déteste les interviews sous cette forme-là parce que les questions partent dans tous les sens. On peut pas vraiment créer une atmosphère, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est ça ou Mmh. rien. Donc bon, bah, OK, super. Donc je suis dans le tu as des journalistes, mais on est dans une pièce privée avec, Lady Gaga et puis les autres journalistes. Chacun pose sa question, arrive mon tour. Je pose ma question, je veux dire, j'ai préparé mon interview, hein, je ne veux pas que je Mmh. débarque là comme ça et je lui demande, je n'oublierai jamais, je lui dis, «Alors, Lady Gaga, je voulais savoir si, le la personne que l'on voit ici et maintenant et le personnage que vous êtes sur scène, c'est une seule et même personne?» Elle pète un câble, vraiment, hein.
Et là, c'est comme si tout était arrêté dans la pièce. Je vois tout le monde qui fait, Oula. y compris les attachés de presse, tout s'arrête et il y a moi et elle. Et elle me hurle dessus en disant: «Mais vous vous rendez compte des questions que vous me posez? Est-ce que vous auriez osé poser une telle question à Freddie Mercury?» Et moi, je suis là: Euh, «Heu, oui, enfin, sans doute parce que je comprends pas, en fait, pourquoi elle s'énerve». Parce que je me dis: «Je sais pas, c'est pas une question de tu vois, qui est négative ou qui est» en fait, je me dis, moi, quand je la vois, à l'époque, elle joue vraiment ce rôle un peu, donc moi, je me dis: «Mais est-ce qu'elle l'est aussi comme ça dans la vie?» Donc c'est non, puis elle se costume, donc voilà, pour moi, ma question, elle est légitime, mais ça passe pas. Donc voilà. Donc, mais vraiment, tout le monde me regarde, l'air de dire: «Oh mon Dieu, j'aimerais pas être à sa place». Et puis bon, bah après, l'interview continue, on reprend, les autres posent leurs questions, mais ils sont un peu comme ça. Et après, j'ai les attachés de presse. «On est désolé, elle est un peu fatiguée, ne vous inquiétez pas, tout va bien». Moi, je suis un peu là: «OK, d'accord, bah c'est super». Et puis même elle, après, elle vient vers moi, puis elle me dit: «Ah non, non, mais non, non, mais non, mais c'est OK, c'était une bonne question finalement». Donc moi, je suis là: «Mais waouh, c'est quoi ce truc?» Donc voilà, ça, c'est le genre de moment qu'on n'oublie pas et ça me fait toujours rire quand j'y repense. Ok. Ouais, Moi, ouais. peut-être que tu as réveillé en elle, justement, un questionnement. Est-ce que tu as eu une interview peut-être plus stressante que d'autres? Oui, alors là, je me rappelle d'une en particulier qui, au final, a été extraordinaire et qui reste comme, je pense, une de mes interviews préférées, mais dans tout l'amont, dans toute la préparation, ça a été assez, je sais pas quel mot je dois utiliser, mais ça m'a impressionnée en tout cas. En fait, on m'avait engagée, juste après le covid. Il faut savoir, c'est que quand le covid est arrivé et puis que ton job, c'est de présenter des interviews en public, autant te dire que pendant 6 mois, même plus, j'ai pas du tout travaillé. Mmh. Enfin, je me suis retrouvée à l'arrêt complet, j'ai même pensé que j'allais devoir changer de job, enfin, j'avais plus aucune rentrée, surtout que Mmh. j'étais indépendante à 100, donc pas de salaire, rien. Et puis, ben, les événements recommencent gentiment. On était entre 2 vagues de covid. C'était, du coup, à l'été 2020, fin de l'été, début Mmh. septembre. Alors, il y avait des règles draconiennes, on ne pouvait pas se croiser, les masques, les machins et cetera, mais l'événement se fait et on m'appelle, genre au mois de, pas juillet pour septembre, et on me dit: «Écoute, on va faire le Swiss Economic Forum à, Montreux et Mmh. on aimerait qu'il y ait, une présentatrice, francophone, mais qui parle aussi l'allemand». Moi, comme j'avais déjà travaillé avec eux, mais sur d'autres événements plus petits, Mmh. expressément, pardon, pour la Suisse romande, moi, je dis oui tout de suite parce que ça fait 9 mois que j'ai plus bossé, que, bah, il faut que je remette le pied à l'étrier. Donc moi, je dis oui, je demande pas qui, quoi, comment, et puis on me dit: «Bah, voilà, on te tient au courant, d'ici qu'on soit un peu plus au clair sur le programme» et cetera. Après, il faut savoir que moi, l'économie, c'est pas mon domaine de Mmh. prédilection. Moi, je viens plutôt du divertissement, musique, cinéma. J'ai migré gentiment vers ça parce qu'on me demande, et puis, bah, à force, je trouve que c'est aussi super passionnant et intéressant vu l'évolution de notre monde, n'est-ce pas? Donc, de toute façon, je dis oui, je demande pas qui, quoi, comment. Et puis, à 1 mois de l'événement, on me dit: «Bah, voilà, donc le listing, donc tu vas interviewer un tel». Je me retrouve à interviewer, le CEO de, je sais, Ralph Lauren, la CEO de je sais plus quelle marque de montre, hyper, exclusive machin. Donc je dis: «Ouais, bon, quand même, Joli monde, c'est ouais. bien sportif», et on me met dans la liste: «Et tu vas interviewer François Hollande». «Ah oui, pardon? Ah bien, je François Hollande, vous dites?» «Non, j'étais là: «OK, donc ça fait 9 mois que j'ai plus travaillé». Ouais, super, bien, et puis ils me disent: «Bah, voilà, donc voilà les thèmes, il faut partir là-dessus, là-dessus, donc il faut partir, sur les accords de libre-échange, gna gna gna», et moi je suis là: «Oh nom de Dieu, quoi!» Et moi j'ai déjà dit oui, j'ai déjà signé, donc j'étais là: «Waouh, c'est» enfin je le dis pas, mais dans ma tête je me dis: «Mais c'est pas du tout mon domaine, quoi, la politique internationale et tout», donc en fait, pas le choix, hein, je me mets à bachoter. Et je lis et je regarde toutes les interviews et l'actualité, les machins, et je bosse pendant 1 semaine non-stop parce qu'évidemment, je dois fournir les questions en amont, hein. C'est pas Oui. juste on arrive et qu'on interviewe François Hollande comme ça, Qui puisse se et j'avais préparer. une Mmh. interview de 45 minutes avec sur scène.
en direct, diffusé en plus oui. sur SRF et avec un panel de 2500 personnes dans la salle. Moi, j'étais là, ah, ok, tout va bien. Plus tout le reste, hein. Donc je me prépare mon truc, j'envoie mes questions. Ah, il faut pas faire comme ça, non, truc, machin. Je renvoie les questions 1 fois, 2 fois, 3 fois aux équipes de François Hollande. Je dis, non, je vais y arriver, en fait, c'est quand même super technique, quoi. Et bon, bah, finalement, il me valide mon truc, donc je dis: «OK, c'est bon, super» et puis, bah, le jour J arrive, je dis: «Non mais enfin, moi, je lui ai jamais parlé. Est-ce que je vais quand même pouvoir juste le rencontrer 2 minutes avant qu'on se retrouve sur scène, quoi?» Et on me dit: «Oui, oui, c'est bon, t'inquiète, on t'amène à sa loge». Donc j'arrive, je rentre, il est tout seul dans sa loge, super sympa, mais d'entrée de jeu, hein, mais vraiment très, très chouette. Et pour être honnête, moi, j'avais pas nécessairement une super image de François Hollande. C'est pas le gars où je me disais: «Waouh!» Je vais me marrer. Non, mais même, enfin, genre, en tant que président, un peu Mmh. mitigé, donc je me dis: «Bon». Mais après, je veux pas avoir d'idées préconçues, donc j'y vais un peu, neutre, quoi. Mmh. Très sympa et la première phrase qui me sort, il me regarde et il me dit: «Vous me posez toutes les questions que vous voulez». Et moi, je fais bon, je lui dis pas, je lui dis: «Ah ouais, moi, ça fait une semaine là que je fais des allers-retours de questions avec ton équipe». Et moi, il me dit ça, je dis: «OK, moi, j'en retiens ça. C'est lui que j'interviewe, c'est moi qui suis sur scène, on y va». Si c'est open bar, c'est Ah bah, parti. c'est open bar et franchement, ça a été une des plus belles interviews que j'ai faites. C'était extraordinaire. Il a été hyper ouvert, il a répondu à tout, sans se cacher. Moi, j'ai été vraiment qui je suis, donc je me suis permise des choses Mmh. que je ferais avec n'importe qui et ça a super bien marché. Les gens après, ils m'ont dit: «Ah dis donc, quelle interview! Alors, ça claquait, ouais, puis, enfin, tu avais un petit côté un peu, comme ça où tu as été le chercher sur des trucs». On s'est dit: «Bah, dis donc, elle a pas peur». Je dis: «Bah non» et voilà et en fait, c'est rigolo parce que ça me rappelle, un truc que mon papa m'a dit un jour. Mon papa, il vient pas du tout du monde des médias, hein. Il est architecte, voilà, lui, c'est pas son domaine ni rien et c'était une fois où je me suis retrouvée à préparer une émission qui était aussi en diffusion nationale, présentée en 3 langues. Enfin, la préparation a été très compliquée et puis la veille de l'émission, j'étais en larmes et puis, mon père venait le lendemain avec son ami dans le public et puis il m'appelle en mode: «Alors ça va? Tu es prête?» Je dis: «Non, ça va pas du tout, c'est une catastrophe, et tu imagines même pas, c'est l'enfer. Moi, je ne veux pas monter sur scène». Ils m'ont tout changé encore, la veille au soir du truc, dans une autre langue et une autre interview que ce que j'avais. Enfin, c'était vraiment l'enfer et mon père m'écoute, il dit rien. Il m'écoute et je pleure et je suis pas bien et au bout d'un moment, il me sort une phrase. Il me dit: «Mélanie, c'est qui est sur scène?» «Bah, c'est moi». «OK, c'est toi qui es sur scène. Donc c'est toi qui fais ce que tu veux. Parce qu'ils vont pas venir te sauter dessus pendant le live si, tu fais ci ou ça. C'est toi qui gères l'interview, c'est toi qui dois te débrouiller avec ça, tu fais ce que tu veux». Là, je me suis dit: «C'est con, hein?» Je dis: «Mais ça, c'est tellement du bon sens, il a tellement raison» et ça a enlevé toute ma pression que je m'étais mise de: «Il faut faire bien, il faut faire comme on m'a demandé, il faut faire ci, il faut faire ça» et en fait, de là, je garde ça comme un, tu sais, comme une ligne directrice. Mmh. Je me suis dit: «En fait, ouais, c'est moi qui suis sur scène, donc c'est moi qui décide comment je m'habille, c'est moi qui décide comment je Mmh. parle, c'est moi qui décide comment je gère, parce que c'est moi qui ai ça sur les épaules, c'est pas ceux qui sont derrière». Mmh. Voilà. OK. Je te propose, comme tu aimes bien les nouveautés Mmh. et les jeux, Oui, j'ai créé un petit jeu. Ça s'appelle le jeu de l'entracte. OK. On est à peu près à la moitié de l'épisode et c'est l'heure de faire une pause fun avec l'entracte. Pendant 5 minutes, mon invité va jouer au jeu de la dernière fois que. Le principe est simple. 5 questions qui commencent toutes par la dernière fois que. Il a le droit à 3 jokers s'il veut éviter une question. Prêt? C'est parti. La dernière fois que j'ai pensé que je ne vais jamais y arriver, je pense pas à ça. Je me dis toujours que je vais y arriver. Même quand la situation semble catastrophique, je me dis et c'est ce que je dis toujours à mon fils aussi, je dis: «Je sais pas comment on va faire, mais on va trouver une solution». La dernière fois que j'ai suivi un conseil, ça n'a pas été très réussi Pourquoi? parce que je pense qu'il faut s'écouter soi.
Parce qu'en fait, même si c'est une personne qui te veut du bien, qui est bienveillante et tout ce que tu veux, la personne, elle va le conseiller par rapport à ses propres valeurs et par rapport à sa ligne directrice ou à la manière dont elle voit les choses et c'est pas nécessairement la tienne, même si c'est une personne que tu aimes, Mmh. hein. Donc je pense que, c'est bien de parler et d'écouter d'autres points de vue, mais au final, la décision, c'est toi qui dois la prendre parce que tu dois écouter ton intuition. Mmh. La dernière fois que j'ai eu un moment gênant. Oh, des moments gênants, moi, j'en ai tout le temps, hein. Attends, la dernière fois, qu'est-ce que ça pouvait bien être, le dernier moment gênant? Comme ça, j'en ai pas un qui me vient. Mais ça m'arrive tout le temps. Heu, bon, allez, la dernière fois, mais c'est un peu anecdotique, mais j'utilise beaucoup les réseaux sociaux quand même Mmh. pour ma propre communication. J'avais fait toute une story où j'expliquais quelque chose et comment j'avais ressenti les choses et j'étais dans ma voiture et en fait, le son est parti sur la voiture et donc quand je prends la vidéo pour la poster, bah, il y a pas de son, quoi, donc c'est là. J'étais là: «Ah non mais super!» donc bah, résultat, j'ai quand même posté la vidéo parce que je trouvais que c'était rigolo. Puis j'ai juste écrit en dessous, en résumé ce que je voulais dire. Très bien. Voilà! Allez, validé. La dernière fois que j'ai apprécié un truc typiquement suisse, ouh, même 1000 trucs, là, j'étais à un événement, il y a 2 jours à Zurich, pour le lancement d'une marque automobile chinoise et en fait, ils avaient mélangé les cultures chinoises, parce que c'est le nouvel an chinois Oui. et suisse et donc du coup, on a eu droit au Corps des Alpes et lancer de drapeau avec des dragons chinois. Je trouvais ça, assez fun en fait, j'ai bien aimé. Pas mal, bon mix. Encore une, C'est c'est la ça? dernière. Allez. La dernière fois que je me suis dit: «Quoi encore?» Ah oui, je sais. Moi, j'ai un historique assez lourd avec mes dents. Alors les gens me disent: «Oh, tu trop un beau sourire». Ouais, bah, si vous saviez tout ce qu'il y a derrière. Donc la dernière fois où je me suis dit: «Quoi encore?» c'est parce que je me suis pété une dent et que la dent, elle était tellement pétée qu'on m'a dit: «On peut pas la sauver». Bon, vu les douleurs que j'avais, j'ai assez bien compris que ça allait être compliqué. Donc on m'a dit: «Il faut l'arracher». Et puis, bah, donc maintenant j'ai un cratère dans la bouche, c'est super, donc je peux pas rester avec ça et il va falloir poser un implant et là j'ai fait: «Non mais c'est pas possible encore, j'en ai déjà 3 dans la bouche des implants», donc voilà. Merci. Écoute, je vais même te l'offrir ce jeu. Moi, je trouve que c'est super drôle. Ouais, J'ai joué avec des excellent. amis l'autre jour et en fait, pour le tester un petit Ouais, ouais, peu. ouais, ouais. Et Non, c'est voilà, chouette. ça m'a fait Moi, sourire. je pense que Donc, mon fils, il aimera bien. C'était l'Entracte, sponsorisé par la société suisse infiniprinting.ch, qui a imprimé ce jeu de cartes pour nous. Vous avez aimé? Dites-le en commentaire et surtout, proposez vos idées de questions la dernière fois que pour les prochains invités. Je te propose qu'on attaque une partie plus personnelle. Oui. En 2007, Mmh. tu fais une rencontre qui a marqué ta vie. Ouais, pas pour les bonnes raisons. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu? Ouais, en 2007, donc j'ai 30 ans. Exactement, je fête mes 30 ans et peu avant, je rencontre un homme, qui, me fait vraiment du rentre dedans quoi, vraiment, vraiment parce que moi en soi, il me plaît pas, c'est pas que je suis waouh, je rêve de lui ou quoi, mais il me lâche pas. Il me lâche pas et au bout d'un moment, je me dis: «Ah quand même, c'est chouette de voir quelqu'un qui se bat autant pour toi», tu vois? Et qui a vraiment envie d'être avec toi, donc ça suscite quand même mon intérêt, quoi. Donc bah, au bout de quelque temps, bah, ça marche, hein. C'est-à-dire qu'on se met ensemble, et puis alors très vite, c'est waouh, quoi. Mais waouh de chez waouh, quoi. Les cadeaux, les week-ends, et je t'emmène là et je te présente partout et tu es la 7e merveille du monde et moi je suis un peu là, j'ai jamais vécu ça, quoi. «Oh bah, dis donc, donc tu dis: «Waouh». Très vite, il me dit: «Mais il faut que tu emménages avec moi» parce qu'il a sa maison donc moi je au début, je suis quand même je me dis: «Ouais, enfin ça va vite quoi», tu vois? Mmh. Ça va très vite, c'est tout ça, c'est sur quelques mois et puis,
Mais bon, je suis quand même, je commence à être bien attachée, quoi. Je commence à être bien accrochée, je suis amoureuse, quoi. Et Mmh. puis en plus, je vis une vie extraordinaire, donc bah, au bout d'un moment, je dis: «OK, je lâche mon appart». Puis j'emménage avec lui, puis je rencontre sa famille, puis ils sont adorables, puis il est sympa, et il a des frères et sœurs, la maman, enfin, tout le monde m'accueille à bras ouverts, c'est génial, quoi. Et passé ces premiers moments, extraordinaires, ben, la réalité commence à changer et de manière très, très insidieuse, hein. C'est au début, je me rends même pas compte, des petites remarques, mais l'air de rien, tu sais? Genre: «Ah, tu sors comme ça?» «Bah ouais, enfin, bah pourquoi?» Enfin, tu vois, je comprends pas moi, Mmh. moi, j'ai 30 ans, mais je suis hyper genuine, quoi, tu vois? Moi, je suis ce que tu vois, donc tu me dis un Mmh. truc, je te crois. Tu sais, je cherche pas plus loin, quoi. Mmh. Je dis: «Bah oui, pourquoi?» Puis il me dit: «Non, mais tu sais, c'est super joli, hein, mais genre, tu vois, tu sais, à l'extérieur, les gens, ils sont pas tendres, ils vont te critiquer, ils vont se dire: "Mais c'est quoi cette fille, si tu sors comme ça?"» OK. «Ah bon? Bon, bah, peut-être que tu as raison, OK, je vais te changer». Mais c'est rien, c'est rien, c'est un Mmh. détail, tu sais? Donc tu continues à vivre, ça reste très beau, on fait plein de choses, mais les petites remarques, il y en a de plus en plus. C'est, moi, je mettrais pas ce pantalon si j'étais toi, parce que toi, ça te met quand même pas tellement en valeur. OK. Et ben, il se trouve que toi, si tu as un complexe, moi, mon complexe, c'était justement d'être un peu plus large au niveau des fessiers, j'ai pas les jambes Mmh. ultra fines et tout, donc évidemment, ça résonne un petit peu, avec ce que tu as à l'intérieur, donc tu te dis: «Bon, il doit avoir raison, je vais aller manger». Et puis, après, c'est sur la manière dont tu parles, c'est sur, ce que tu fais, sur ton travail, sur comment tu fonctionnes. Mais c'est parsemé, tu sais? C'est comme la poudre qu'on Mmh. saupoudre. Puis, après, au bout d'un moment, c'est: «Ah, mais tu sais quand même, tu as toujours rêvé d'aller, faire de la télé à Paris, lâche ton job ici, quoi. Pas besoin. En plus, moi, j'ai assez d'argent pour nous 2. Lâche-le, comme ça tu peux aller à Paris, tu peux aller faire tes castings. Là, tu es bloqué et tout». Donc, tu sais, sur le moment, tu te dis: «Ouais, quand même, enfin, je sais pas, lâcher mon job, c'est chaud quand même». Moi, j'ai jamais, dépendu de qui que ce soit, Mmh. donc, tu te dis: «Non, mais tu es sûre?» Enfin, je sais pas, c'est un peu: «Mais oui, mais moi j'ai assez d'argent pour 2. En plus tu es à la maison, qu'est-ce que tu risques?» et tout, donc tu dis: «Bon, OK, go, j'y vais». Il est derrière moi, il me soutient, donc je lâche mon job. Donc là, ton job à la RTS? Non, à ce moment-là, à la radio, OK, la radio. chez Rouge FM, parce OK. que justement, tu vois, j'arrête les Mmh. matinales. Du coup, je me dis: «Ben, OK, c'est une période où enfin, j'ai quand même pas mal de demandes de l'extérieur, tu Mmh. vois, pour, faire des événements, pour, je fais de la télé». Puis, ben, à ce moment-là, je fais pas mal d'allers-retours avec Paris parce que je fais des pilotes pour, TF1, pour M6, pour Canal. Donc je me dis: «Ouais, c'est le moment, quoi, il Mmh. faut y aller», puis quand tu es pas sur place, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il faut faire les trajets et cetera. Mais je me dis: «Ouais, je pense que c'est jouable, quoi». OK. Donc j'y vais, donc je me lance parce qu'il est derrière moi, parce qu'il m'encourage. Et puis, ben, pendant ce temps, il y a quand même toujours ce truc qui continue, qui commence à prendre un peu plus de place. Tu sais, genre: «Ah mais tu sais, tu parles fort quand même. Tu sais, quand tu es dans une pièce, on n'entend que toi, hein. Et tu sais, quand tu parles, tu fais beaucoup de gestes avec tes mains, hein. Tu sais, c'est pas toujours très agréable pour les autres». Et puis, c'est de plus en plus, puis ça vient vraiment commencer à ça commence à t'impacter, quoi. Mmh. Parce que c'est en fait, on est en train de détruire qui tu es, comment tu fonctionnes, ce que tu fais. C'est dévalorisant. Oui, c'est hyper dévalorisant, et puis ça va de plus en plus loin, puis ça va jusqu'aux remarques, où on est parti en voyage, je n'oublierai jamais de ma vie. J'étais assise sur le bord de la piscine, je suis en maillot de bain, et puis il nage vers moi comme ça, et puis l'air de rien, il me lâche, «Tu es vraiment super belle, mais c'est dommage que tu fasses pas une chirurgie esthétique, que tu as de la culotte de cheval», et il s'en va. Toi, tu es là. Waouh! Ça, c'est tellement C'est énorme d'une violence. que toi, tu es là, mais j'ai même rien répondu parce que tu es choquée, en fait, mais comme le mécanisme, il est déjà en route depuis un moment, c'est pas, tu sais, ça commence pas comme ça, Mmh. parce que si tu Mmh. entendais ça d'entrée de jeu, tu ferais: «Eh Tu te mec, rebelles. on va te calmer, hein, tu t'es regardé, et puis tu l'enverrais bête». Mmh. Mais là, tu es là et en fait, un truc où tu te dis: «Bah, tu as raison, tu as raison».
Et donc ça continue comme ça et moi je suis quelqu'un de très loyal, mais c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile, donc au tout début de la relation, tu sais, il a été toucher mon empathie parce que je suis quelqu'un de très empathique aussi, où il me dit: «Mais tu vois, on m'a toujours abandonné, on m'a toujours laissé tomber» et moi je dis: «Mais moi je t'abandonnerai jamais. Moi je vais jamais t'abandonner et moi je suis une enfant qui a reçu tellement d'amour de ma famille que moi je peux te donner ce que tu as pas eu». Donc c'est ce que je fais. Et donc dans ma promesse interne, j'ai dit: «Je vais jamais le laisser tomber», donc je le laisse pas tomber. Mais c'est un peu vicieux, Mais bien sûr, beh, c'est là-dessus que ça fonctionne oui. et donc tu es prise au piège et au plus tu avances, au pire c'est et on va aller très, très loin dans dans ce cercle vicieux. Mmh. On va aller jusqu'au point où moi, je perds 10 kilogrammes. Je suis aux portes de l'asile psychiatrique. Je deviens folle, en fait. Je suis en train de devenir complètement cinglée. Je m'éteins petit à petit. J'écoute tout ce qu'il me dit. Je dis: attention, ouh là là, faire attention à ça, pas dire ça, s'habiller comme ça, faire ça» et je sais que quand je le raconte là maintenant, je me dis: «Mais comment moi, avec mon caractère, avec mon indépendance, j'ai pu arriver à ça?» C'est vrai. Et ben, ça peut pendre au nez de absolument tout le monde. Parce que c'est un mécanisme tellement insidieux et si tu es quelqu'un qui a quand même un petit manque de confiance en soi, qui a beaucoup d'empathie, qui est très loyal, qui est, tu vois, quelqu'un qui a quand même, des failles et moi, ma faille, c'était quoi? C'est ce que je t'ai raconté tout au début. Ma faille, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai dû me construire seule. Pas parce qu'on s'occupait pas de moi, hein, pas du tout, hein. J'ai reçu des tonnes d'amour, mais moi, je me suis mise toute seule dans une position de me dire: «Faut pas que je pose de problème aux autres». Donc là, c'est la voie royale à une personne comme ça qui comprend ça très vite et qui va aller mettre l'hameçon là-dedans et qui me lâche plus. Je suis comme ça, pieds et poings liés, jusqu'au jour. Quel a été le déclic? Ouais, il y a eu un déclic et heureusement, j'ai su l'entendre parce que ça aurait pu durer, toute la vie, hein, je veux dire. Mmh. Un jour, je vais manger, avec lui, ma cousine et une amie de ma cousine. Repas, standard au restaurant, hein. On rentre, puis le lendemain, par hasard, je crois pas au hasard, je pense que tout est écrit, je croise ma cousine dans la rue et en fait, elle me dit et je lui suis très reconnaissante. Elle me dit: «Ouais, écoute Mélanie, je dois quand même te dire, je suis un peu surprise de ton attitude. Enfin, hier soir, comment tu t'es comportée au restaurant, moi, je te reconnais plus» et elle me sort ça et là, moi, je me prends une baffe dans la gueule parce que ma cousine, je veux dire, elle me connaît hyper bien. C'est un peu comme la sœur que j'ai pas. Moi, je comprends pas. Moi, je me dis juste, «Fautive, c'est de ma faute parce que tout a été fait pour que je croie que c'est moi qui suis responsable de ce qui est en train de se passer». Le pervers narcissique, c'est son mode opératoire. Il va jamais se remettre en question, il a aucune empathie, donc c'est toujours la faute de l'autre et il va réussir. Il réussira jusqu'au bout à me faire croire que je suis responsable de ce qui se passe et elle me dit ça et là je prends un électrochoc. Là, je commence un petit peu à me réveiller, mais c'est un long chemin pour vraiment réussir à prendre conscience de ce qui se passe. Au bout d'un moment, moi je dis: «OK, non mais maintenant il faut que je parte parce que je suis dans sa maison et j'ai plus de travail, hein, je Mmh. rappelle, donc j'ai plus d'argent qui rentre. Je vis chez lui, donc je suis dans la merde en fait» Mmh. et en plus je me suis mise dans une situation où moi j'ai plus aucun point de repère, Oui, en fait, il t'a j'ai coupé de ton environnement. de tout. C'est le mode opératoire des pervers. Ça a duré combien d'années? Ça a duré 2 ans. Donc finalement, tu finis par partir. Alors finalement, je pars, mais je pars, tu sais, comme tu vois dans les films, en fait, je rassemble toutes mes affaires, je retourne chez ma mère en catastrophe qui m'accueille, qui est dans un état lamentable. J'ai des pensées suicidaires, je me dis, «Coup de volant à droite sur l'autoroute et c'est réglé», j'ai perdu 10 kilogrammes, je fais des crises de panique, des crises de tétanie. Enfin, je veux dire, Oui, moi tu je te brisé, quoi. moi je te raconte ça, j'ai l'impression que je parle de quelqu'un d'autre. Ouais. Pas à moi ça. Mmh. Et si on me racontait ça, je me dirais: «Mais putain, mais tu as pas vu ce qui se passait? Tu t'es pas rendu compte de ce qui se passait?» Ben non, Non, c'est progressif. non, parce que c'est tellement bien fait que c'est un peu comme l'histoire, tu sais, de la grenouille là, dans la casserole, avec l'eau qui chauffe petit à petit, petit à petit, petit à petit et tout d'un coup c'est bouillant, mais elle s'est pas rendue compte et c'est trop tard. Elle est cuite. C'est ce qui m'est arrivé.
Alors que si elle s'en rend compte au début, elle a Mais suffisamment de force bah, pour dire sortir si de on l'eau. te met la casserole direct à 9, tu dis: «Ah, c'est chaud, je sors». Alors comment tu as rebondi? Ah ben, encore une fois, on revient à cette espèce de truc que je dois avoir quelque part, au fin fond de moi, mais qui est pas un truc calculé. Je sais pas d'où ça vient. Il y a eu une longue période où vraiment j'étais dans un état de victime. Je peux pas dire autre Mmh. chose. J'étais une victime, j'étais cassée, j'avais plus la force. Je savais plus à quoi me raccrocher parce que je savais plus quoi croire. Mmh. Tu vois? On m'a dit, en fait, en gros, «Tu es une merde, tu sers à rien, tu es moche, en gros, tu pourrais être morte, ça reviendrait au même». Il m'a pas dit ça, mais c'est comme ça que je l'ai vécu Mmh. avec tout ce que j'ai subi et en fait, petit à petit parce que moi, c'est toujours ce qui m'a sauvée, c'est ma voix. Alors, quand j'avais 12 ans, j'ai crié et là, à 30 ans, en fait, j'ai parlé. J'ai parlé, j'ai expliqué ce qui m'était arrivé et il y a eu un jour où j'ai eu aussi un déclic. Je me dis: «OK, c'est pas possible». Ça, je peux pas rester juste avec ça et me dire: «OK, donc ça te définit, donc tu as été la victime d'un derrière un instant». Oui, ça fait écho à de nouveau C'est ça, victime. c'est ça et je dis: «Non». Si une fois dans ma vie, j'ai décidé que je ne serai pas une victime, c'est pas pour qu'on me ramène à ce Mmh. statut-là. Donc ça prend des années, hein. Là, je te l'ai fait en résumé, mais Mmh. ça m'a pris, je pense, bien 10 ans de thérapie, alors pas psy et cetera, parce que c'est jamais quelque chose qui m'a parlé, mais d'aller voir des thérapeutes, de faire, des groupes de parole, d'écrire beaucoup. 10 ans après, je dirais, d'un coup, j'ai dit: «Ben, ça y est, c'est bon, ça ne fait plus mal, je peux en parler». Je propose qu'on parle théâtre. Oh, avec plaisir! J'ai été ravie de voir qu'effectivement, tu as créé, une pièce de théâtre, Ouais, Les Hystéries. ça s'appelle Hystérie. Hystérie, Ouais, OK, hystérie au pluriel et tu vas voir qu'il y a encore un lien avec tout ce qu'on vient de discuter parce j'adore. que chez moi tout est relié, il y a rien qui se fait par hasard. Alexis Van Stratum, c'est l'auteur d'Hystérie. C'est lui qui a écrit cette pièce et c'est aussi mon meilleur ami. On se connaît depuis que moi j'ai 14 ans et lui 17. On s'est rencontrés à l'époque à Paris. Lui n'était pas, encore à 17 ans, déjà, un metteur en scène, mais c'était la formation qu'il commençait à suivre et aujourd'hui, c'est un réalisateur reconnu de films en Belgique et un auteur de théâtre et de films et aussi un comédien et donc il a écrit cette pièce qui s'appelle Hystérie et qui a été jouée 80 fois à Bruxelles, au début, je pense que c'était dans les années 2002, quelque chose comme ça et moi à l'époque, je suis venue voir la pièce et j'ai adoré et c'est une histoire en fait qui, reprend 10 scènes de vie qui sont en fait des scènes de couple avec comme tu t'imagines avec le titre qui partent un petit peu en vrille et qui ne tournent pas très bien. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, il y a de la manipulation. Mmh. Donc voilà, chapitre fermé. Il y a en 2018, quand je reprends, le chemin du théâtre, parce que j'ai fait une grande coupure en fait, hein, à cause de mon travail où parce que, j'étais en télévision, bah, sur scène, à présenter des trucs et cetera. J'ai plus pu faire du théâtre, mais c'est toujours quelque chose qui m'a manqué parce que moi, j'en ai fait de 8 à 20 ans non-stop. J'ai hésité à devenir comédienne professionnelle. J'avais vraiment envie de retourner au théâtre. En 2018, je reçois, un coup de fil d'Olivier Dupéret, qui est un metteur en scène, suisse qui nous a quittés malheureusement, mais qui est celui avec qui j'ai beaucoup, beaucoup joué quand j'étais enfant Mmh. et qui m'appelle, 2018. Moi, je viens d'avoir 40 ans, je me suis séparée du père de mon fils. C'est pas une période très facile, c'est pas la monstre joie, donc c'est un peu dur et il m'appelle un jour de janvier 2018, il me dit: «Mélanie, coucou, tu te souviens de moi?» Je dis: «Bah, évidemment que je me souviens de toi, mais en fait, ça fait un peu longtemps qu'on ne s'est plus parlé, quoi, ça fait 20 ans». Mmh. Il me dit: «Bah, ça tombe bien, j'ai un rôle pour toi». Je dis: «Quoi?» Tu sais que la dernière fois où j'étais sur scène en pour faire du théâtre, j'avais 20 ans, quoi. Il me dit: «Bah, tu sais, le théâtre, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas». Qu'à cela ne tienne, je dis: «OK, je viens». Il me dit: «Mais tu veux pas savoir la pièce, le rôle?» Je dis: «Je m'en fous, je viens». Je l'ai pris comme une bouée de sauvetage, à une période où ça allait pas très bien. Ça m'a tellement fait plaisir, je me suis dit: «OK, on me jette une bouée à la mer, je m'accroche à la bouée, on verra bien où ça me portera». Mmh. C'était une magnifique décision parce que grâce à cette pièce qu'on a jouée en 2018 qui s'appelait Croix-Rouge, où on retraçait une histoire qui était celle de la Croix-Rouge au travers de différentes époques. C'est une magnifique pièce en plus. J'ai rencontré mon copain actuel,
qui était comédien dans cette pièce aussi. Génial. Donc voilà, donc ça a été le début d'un renouveau en fait. Donc on se rencontre comme ça, très vite, on se met ensemble. On rencontre un autre comédien, qui est valaisan, qui s'appelle Nathan Panatier, qui est un fabuleux comédien qui joue, actuellement au Théâtre Barnabé à Servion. Et on s'entend très bien. On forme une bonne équipe, on rigole et cetera et puis, l'année suivante, on rejoue dans une pièce tous ensemble. On joue dans les Dalton, toujours sous la direction d'Olivier Dupéret, en Valais et Olivier, mon copain, me dit: «Mais» que je lui raconte, tu vois, mes histoires de théâtre, de trucs, machin et je lui parle des séries. Il dit: «Mais pourquoi on jouerait pas cette pièce?» Moi, je le regarde, je dis: «Bah, ça se voit bien que tu as pas vu la pièce, toi». Je dis: «Non, mais attends, c'est chaud, quoi, c'est technique, enfin, c'est vraiment une pièce, pas simple à jouer pour plein de raisons, c'est 2 comédiens en scène pendant 1 heure et demie non-stop, enfin, faut y aller, quoi». Il me dit: «Et alors?» «Ouais, OK». Bon, je lui dis: «Bah, écoute, la première chose à faire, c'est quand même de demander à Alexis s'il est d'accord qu'on la joue, c'est sa pièce», tu vois? Et Alexis me dit: «Oui» d'entrée de jeu. Il me dit: «Bah, allez-y, moi ça fait, 15 ans qu'elle est plus jouée» et Alexis nous dit: «Écoutez, moi vous faites ce que vous voulez, je veux rien savoir. Je vous laisse faire. Je veux pas commencer à venir mettre mon nez dedans, je vous laisse faire». Bon, OK, très bien. Donc on commence la création, on chipote un peu le texte, on coupe des bouts, on transforme des bouts, on inverse parce que le texte était écrit homme-femme et nous, des fois, à la place du rôle homme, on met une femme et à la place du rôle femme, on met un homme et enfin, c'est un peu, tu sais, coup de sac, quoi. OK. On change OK. tout, on rajoute, des danses, il y a des parties chantées, on les met mais on transforme, on rajoute de la musique, enfin voilà. Et petit à petit, le projet se monte et on arrive en 2020. Welcome to the COVID. Et nous, notre pièce, à ce moment-là, elle est prête. Et finalement, notre pièce, on la repousse d'1 année et on la monte, en l'automne 2021. On est quand même encore dans le covid, c'est quand même encore compliqué. À l'époque, on joue, à Véneuve, dans un petit théâtre, au bout du lac. Et puis, ils nous disent: «Bah, écoutez, il y a là, on est de nouveau dans une vague covid, toutes les pièces se sont annulées» et nous, on dit: «Non, et ça fait déjà 1 année qu'on repousse, on joue, on s'en fout, on joue» et vraiment, on lâche pas, on joue et on fait, 6 dates complètes. Un truc qu'on a monté nous-mêmes, qu'on a créé nous-mêmes avec nos tripes et que je joue quand même pas par hasard, vu qu'on parle de manipulation au sein du couple. Donc moi, il y a un truc cathartique dans cette histoire. Si je veux jouer ça, c'est parce que ça me parle, parce que ça résonne. Surtout que je peux le faire, parce que si c'était fait, je sais pas moi, 10 ans avant, j'aurais été incapable de jouer ça sur scène. Ça aurait été trop violent par rapport Là, à ça mon fait vécu. presque une revanche. C'est ça. Et tout d'un coup, comme si la boucle, elle est bouclée. Tu vois ce que je veux dire? Tout d'un coup, de toute cette douleur, j'en ai fait quelque chose. J'en ai fait quelque chose et j'en ai fait quelque chose de beau. Et ça me rend tellement heureuse et tellement fière. Et on porte un message, à savoir, c'est pas parce qu'un jour tu as été définie comme ça que tu dois rester comme Et cette pièce, vous allez la jouer à Paris en juin? ça. Ouais. Et puis en 2022, on part la jouer à Avignon, 21 soirs, pendant tout l'été. Et on était super fiers parce qu'on l'a joué tous les soirs devant du monde. Et là, on apprend en année dernière que c'est bon, quoi. On joue à Paris. On joue au théâtre des Mathurins, tu vois, genre pas dans un son de théâtre inconnu. Et on va jouer tous les lundis du mois de juin. Je mettrai le lien en Ouais, bas avec de la plaisir, vidéo. avec plaisir, avec plaisir. Mélanie, on touche à la fin de l'interview. Je te propose qu'on attaque les 3 instants signatures. Ouais. Il y a cette J'ai jolie vu la baguette magique, j'adore. je la partagerai à ma Ouh, fille. j'en étais un peu convaincue que c'était pas la tienne, mais c'est gentil, elle nous la prête, c'est cool. Et ce que je te propose, c'est qu'à partir de maintenant, tout est possible. Ouh. Tu peux changer ou le passé, ou le présent, ou le futur. Ah, mais il y a plusieurs choses, c'est difficile de choisir une seule chose. Je dirais, si je pouvais choisir un truc, ça serait de pouvoir, retrouver ceux qui sont partis. Juste une journée. On va attaquer le 2e instant signature. J'ai cette jolie sonnette. Oui, je vois. Ok, Ouh. donc c'est l'instant tac au tac. Ah ah. Une dizaine de questions. OK. Il faut répondre assez rapidement.
As-tu une citation que tu te répètes régulièrement? Carpe diem. C'est bon, tu as le concept. Ouais, c'est bon, ça va. En quelques mots, la leçon la plus importante que tu as apprise? Croire en toi. Je rajoute et faire entendre ta voix. Si tu devais résumer ton parcours professionnel en un mot, Éclectique. quel est ton plus gros échec? Non, j'ai pas de gros échecs, j'ai beaucoup de leçons de vie. On apprend de ses échecs. Est-ce que tu as un rituel avant de entrer en scène? Oh oui, je m'imagine, dans une bulle de bien-être, souvent une bulle bleue en fait, qui est, mon espace à moi. C'est-à-dire que quand moi je rentre sur une scène, c'est comme si je t'invitais dans ma bulle. C'est comme ça que je peux être en lien avec les gens et me sentir parfaitement à l'aise, que je sois devant 10, 20 ou 10 000 personnes. Est-ce qu'il y a un mot que tu utilises très souvent? Parce que comme quand tu as fait beaucoup de radio ou de télévision, je pense qu'on doit voir les tics verbaux. Il y en a un, mais je peux pas trop le dire. Mon fils, il m'a dit: «Tu dis souvent putain». Est-ce que tu préfères la télé ou la radio? À la télé quand même. Quel conseil tu aurais aimé qu'on te donne quand tu étais petite? Je reviens, hein, je suis désolée, je vais me sembler me répéter, mais fais-toi confiance. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait devenir présentatrice à la télévision? Oh oui, alors je dirais, ne prenez pas des noms comme des réponses. Continuez, lâchez pas l'affaire. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, vas-y et n'écoute pas nécessairement quand on te ferme la porte. Vas-y, passe par la fenêtre. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a particulièrement inspirée dans ta vie? Ah, elles sont nombreuses, hein. Je dirais les femmes de ma famille, ma grand-mère, ma mère, ouais, pour, pour leur force dans l'adversité. Je te propose qu'on attaque le dernier OK, en signature. oui, C'est la dernière minute. oui. C'est la minute Je inspirante. dirais, et encore une fois, je vais me répéter, mais je pense que les premières choses à toujours garder en soi, c'est suivez votre intuition, écoutez-vous, faites-vous confiance, n'ayez pas peur de faire entendre votre voix. Parce que même si on vous dit que c'est pas juste, que c'est pas ça, que c'est pas le bon moment, qu'il faudrait pas, que c'est pas bien, enfin toutes les injonctions auxquelles on a droit tout le temps et souvent en tant que femme, n'écoutez pas ça. Écoutez votre voix intérieure, suivez votre chemin et croyez en vous, s'il vous plaît. Et c'est je pense la plus belle chose qui puisse vous arriver parce que si vous avez confiance en vous, vous pourrez tout atteindre et même gravir le Cervin. Merci. Merci beaucoup Mélanie pour ce partage. Si vous êtes encore avec moi, c'est que cet épisode vous a touché, inspiré ou même fait sourire. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Alors avant qu'on se quitte, j'ai deux petits services à vous demander. 1. Abonnez-vous. Et si vous aimez écouter des histoires inspirantes, cliquez sur s'abonner sur votre plateforme audio ou sur YouTube. Ça m'aide énormément à pouvoir continuer cette aventure. Et 2. Partagez cet épisode. Parlez-en autour de vous, à un ami, à un proche ou même sur vos réseaux. Une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Alors, merci beaucoup pour votre soutien et surtout, restez curieux car chaque parcours a une leçon à offrir. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.